Et notre première invitée ce soir, c'est Edith Bruder, historienne, anthropologue, juive d'ailleurs. C'est le titre de l'ouvrage collectif que vous avez dirigé, un voyage dans l'espace et dans le temps, à la découverte d'une cinquantaine de diasporas oubliées. Merci d'être notre invitée ce soir, Edith Bruder. Bonjour ou bonsoir. Alors, aussi riche que puisse être la littérature sur l'histoire juive, aucun ouvrage avant le vôtre ne recensait toutes ces communautés. Pourquoi ? Écoutez, parce qu'elles sont méconnues. C'est la seule raison valable que je vois à cela, et aussi du fait que ça demande un gros investissement de recherche et de temps. Et c'est ce que nous avons fait en réunissant 35 chercheurs, ce sont des universitaires, sur le sujet, autour de l'idée de Juifs d'ailleurs, c'est-à-dire pour, faire réentrer ces groupes plus ou moins ignorés, plus ou moins oubliés, ou certains tellement récents que ignorés tout de même, pour les faire réentrer dans l'histoire du judaïsme. Alors évidemment, ce qui nous intéresse d'abord dans le magazine Orient, c'est de se pencher sur les Juifs du Moyen-Orient. Tenez, commençons par exemple par les Juifs d'Iran. Ils étaient 100 000 avant 1979, date de la révolution islamique. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 15 000, avec un représentant au Majlis, par exemple. Je ne sais pas si nos téléspectateurs le savent, un représentant au Parlement iranien. Oui, bon, ce qui ne dit pas grand-chose en termes d'influence ou de représentation réelle. Mais les Juifs d'Iran, ceux qui demeurent, sont toujours extrêmement fiers de leur iranité et ils représentent les ultimes descendants de la diaspora qui s'est exilée, qui fut exilée là-bas. Et eux, quand Cyrus donna l'autorisation aux Juifs de rentrer en Israël et de reconstruire le second temple, ils ont fait le choix de rester, de demeurer. Donc, vous voyez, ils sont très fiers de ce comportement, ils sont très impliqués, ils ont été très très impliqués dans la littérature et la poésie. Avec notamment le Talmud de Babylone, une contribution majeure à l'exégèse du judaïsme. Ah oui, absolument, absolument. Le Talmud de Babylone, c'est la représentation de leur implantation là-bas, et ça, qui met ses sources, qui trouve ses sources et ses racines dans la culture persane, puisque par exemple Shapur II, un des souverains, est largement cité ou représenté dans des anecdotes. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis, comme je vous le disais, effectivement, au-delà du Talmud et dans le temps, c'est-à-dire au XIIe, au XIVe, etc., les auteurs, je pense à Malawan, Chami, ont été extrêmement représentatifs de la culture juive, de ses mœurs, même dans un climat qui ne leur a pas toujours été favorable, qui leur a même été très défavorable. Et il y a un site dont les Juifs iraniens sont très fiers également, c'est le tombeau d'Esther. Esther, héroïne de la fête de Pourim, dont l'action se situe dans la Suse antique, aujourd'hui près de la ville de Chouch. Voilà, c'est l'image qu'on voit à l'écran. C'est le tombeau d'Esther, site donc de pèlerinage pour les Juifs iraniens. Alors en fait, ce tombeau que vous montrez, qui est splendide, il n'est pas à Suse. Il est à Hamadan, qui est à 250 ou 80 km de Téhéran. Mais bon, ça fait partie de l'hybridisme qui se passe entre les légendes, les mythes et la réalité. Mais il est très honoré. Et puis il y a également le tombeau de Daniel, qui a pour particularité d'être honoré aussi bien par les Juifs que par les musulmans. C'est donc un lieu de rencontre commune. Alors à la mi-décembre, ils ont fait les gros titres en Israël. 252 Juifs indiens, les Bnei Ménaché, ont immigré en Israël. Racontez-nous, Edith Bruder, leur ascendance, leur histoire. Alors, je vais essayer de vous le raconter très brièvement. Pour ça, je suis obligée de faire un petit crochet vers... Je suis obligée de faire un petit crochet vers un autre groupe, bien plus antérieur, un autre groupe juif, qui est arrivé sur les côtes du Konkan, on ne sait pas trop quand, probablement au moment
de la dispersion, ce sont les Béné Israël. Donc ce que j'essaye de vous dire là, en 2 mots, c'est qu'il y a une souche de communautés juives en Inde, les Béné Israël et bien d'autres à Cochin, ailleurs, que je ne peux pas développer ici. Les Béné Ménaché ont une particularité, c'est qu'ils n'ont pas d'antécédents ni de passé juif. On parle beaucoup de migrants économiques, de migrants politiques. Eux, ce sont des migrants religieux. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont été aidés en cela par des associations comme Chavet Israël. Ils ont voulu et choisi un retour vers Israël, alors qu'au départ, il était extrêmement difficile de prouver leur attachement et leur relation à Israël. Oui. Pourtant, ils ont été reconnus, leur droit à l'Alia a été reconnu par Rabbi Shlomo Amar en 2015. Oui, par le grand rabbin. Ce qui explique... C'est Farad d'Israël. Voilà, ce qui explique qu'ils viennent et qu'ils soient formés. Alors on finit, si vous le voulez bien, avec les Juifs chinois qui se distinguent par leur hybridisme religieux, où l'on honore tout autant Confucius que le patriarche Abraham. Alors, ça c'est une très très belle histoire, effectivement, qui fait rêver. On a quelques sources qui nous indiquent que des marchands de la route de la soie sont arrivés entre le 7e et le 10e siècle, donc vous voyez c'est très vaste, en Chine, où ils ont créé une communauté juive et où ils ont pris des épouses sur place. Cette communauté, qui n'a jamais été très importante en nombre, était d'environ 2000, a créé sa propre synagogue sur le modèle d'un temple confucéen et a pratiqué le judaïsme. Nous avons des tablettes écrites en hébreu et en chinois. Et ont continué leur vie, on va dire, repliée, parce que personne, pas même les Chinois, ne savait vraiment qu'ils étaient là, jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'à ce qu'un émissaire les découvre, Matteo Ricci, et les propulse un petit peu sur la scène, puisque son idée à lui était de les convertir. Bon, il n'y est pas parvenu. Néanmoins, on a donc des informations très importantes sur leur mode de vie, sur le fait qu'ils assimilaient Abraham, Confucius, Jacob dans une espèce de révération syncrétiste, qu'ils brûlaient de l'encens pour honorer les défunts. Donc, vous voyez, une adoption. Ils étaient nommés les Huit à chapeau bleu et n'ont jamais été exclus. Les témoignages que nous avons, c'est ceux de leur intégration. Aujourd'hui, il y a un mouvement de renouveau très profond. Ils ont disparu au XIXe siècle, faute de contact avec l'extérieur. Et aujourd'hui, avec Internet, il y a un renouveau, mais vraiment, c'est très puissant, les concernant par rapport à leurs descendants qui se réclament du judaïsme. Un renouveau du sino-judaïsme. Ce sera ma dernière question, Absolument. Edith Bruder. Près de la moitié des Juifs, c'est peut-être le succès du mouvement sioniste, près de la moitié des Juifs vivent aujourd'hui en Israël. Est-ce qu'il y a encore un avenir pour toutes ces petites diasporas que vous décrivez si bien dans votre livre ? Écoutez, oui. Je vais prendre, pour terminer et vous répondre, l'exemple de l'Afrique. En Afrique subsaharienne, depuis le départ des Éthiopiens en Israël, il y a un fort et puissant mouvement de philosémitisme et d'adhésion au judaïsme. Bien sûr, toujours sur la base des tribus perdues. Je ne peux pas m'étendre, mais je peux vous dire que je suis extrêmement impressionnée par ce qui se passe en Afrique. Donc, quand vous me demandez s'il y a un avenir, je vous dirais que oui, dans la mesure où certaines de ces communautés ont disparu, certaines de ces communautés ont intégré Israël, mais il y a de très nombreuses communautés qui émergent aujourd'hui et qui créent des nouveaux mouvements. Absolument, comme par exemple la communauté juive des Émirats Arabes Unis, toute nouvelle communauté. Edith Bruder, merci d'avoir été notre invitée. Je rappelle le nom de votre ouvrage collectif que vous avez dirigé, Juifs d'ailleurs, identité singulière, diasporas oubliées. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci à vous.